Bah, du coup, c'est parti. C'est parti. Donc, alors, thérapie ACT pour. Qu'est-ce que veut dire ACT déjà? Alors, ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Toi, J'ai t'as fait anglais à j'ai lui. fait sanskrit première langue. Et donc, oui, ça a été créé par Stephen Hayes en 82. Alors, Stephen Hayes, c'est C'est bien un vu. professeur américain de psychologie qui enseignait les thérapies comportementales et cognitives, la psychologie, et qui s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des trucs qui bloquaient dans la thérapie. Tu te rappelles, on avait fait la vidéo la semaine dernière, je crois, sur la Oui. thérapie comportementale et cognitive, la thérapie comportementale où on agit sur les comportements, en arrêtant d'éviter, en s'exposant. Et de l'autre côté, la thérapie cognitive où on essaye de faire des alternatives de pensée. Est-ce que la façon dont on voit les choses n'est pas dangereuse? Est-ce qu'on pourrait la voir différemment? Et lui, il arrive en disant, ça c'est bien, mais c'est un peu limité. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter des variables en plus? Et on est un peu dans toutes ces années où il y a l'essor, le retour, on va dire, enfin l'essor, le retour non, parce qu'il n'y a jamais eu de première vague, mais l'essor du bouddhisme et de la pleine conscience. Tu te rappelles, on avait fait le neurolife sur la pleine conscience. Et là, Stephen Hayes se dit, ben, peut-être qu'il y a des choses dans cette approche-là du bouddhisme qui pourraient être super intéressantes pour mettre à l'intérieur de la thérapie TCC. Donc on reste sur une thérapie qui est fondamentalement comportementale et cognitive, mais on rajoute des éléments en plus qui vont, pour moi, complètement transcender le modèle TCC. Donc, déjà, super intéressant. Donc, là, déjà, en fait, thérapie ACT, ça va mettre en lien finalement en fait, avec les TCC. C'est Ok. complètement indissociable, c'est Ok. ce qu'on appelle la troisième vague. Rappelle-toi la semaine dernière, première vague, les thérapies comportementales, Oui. deuxième vague, les thérapies cognitives, troisième vague, les thérapies dites émotionnelles, à savoir ACT et pleine conscience. Et la pleine conscience est un morceau de la thérapie ACT. C'est que ça fait partie des techniques qu'on On va peut notamment renvoyer utiliser. Vers la Ah ben, vidéo on pleine renvoie. conscience, ouais. On vous renvoie. Voilà, on vous renvoie. Après, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la thérapie ACT est fondamentalement différente de la pleine conscience, ou est-ce que la thérapie ACT, c'est une vision théorique de la pleine conscience? Moi, j'ai un peu l'impression, mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là, quand on lit un bouquin de thérapie ACT, on se dit, mais en fait, il y a la pleine conscience, et il y a des gars qui se sont dit, bah, on va éclater la pleine conscience en petits morceaux et on va créer une théorie universitaire par-dessus. Ok. Mais franchement, très honnêtement, je me demande s'il y a ne serait-ce qu'un tout petit élément de la thérapie ACT qui ne soit pas la pleine conscience. Mais on va rentrer un peu dans le détail. Donc tu vas me dire, oh Vincent, rentrons dans le détail. Alors, Vincent, rentrons dans le détail. La thérapie ACT, elle est construite sur un modèle à 6 dimensions. La première dimension, Six. c'est 6. Première dimension, 5 plus 1. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive. Qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Quand tu marches dans la rue, tu es dans tes pensées, tu dis, ah, faut que je fasse ça, puis demain je vais faire ça, et puis hier, machin, etc. Et tu es dans tes pensées. Et puis toi, tu avances de manière un peu automatique dans la rue, tu es tellement habitué à faire le même chemin que bon, tes pieds trouvent l'entrée du métro. Mais tu es dans ta tête, ce qu'on Ok. appelle le pilotage automatique, Ouais. tu es guidé par tes pensées. Ouais. Là, ce qu'on appelle la diffusion cognitive, c'est sortir de la fusion. Donc quand tu es dans tes pensées, tu fusionnes avec tes pensées. Ok. Ok? Là, tu vas défusionner, ça veut dire que tu vas te rendre compte que tu es en train de penser. Et tu vas revenir dans l'instant présent. Exemple, tu as une soirée avec des amis. Pleine conscience. Hein. Exactement, c'est la pleine conscience. Tu es avec des amis, ça papote, puis toi, au bout d'un moment, tu commences à réfléchir à ce qui t'attend demain. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ça fait 5 ou 10 minutes que tu es dans ta tête et que tu ne fais plus du tout attention à la conversation La avec tes amis. conversation. Tu vas donc revenir à l'intérieur de la conversation. Ok. Donc c'est comme si tu avais la télécommande et que tu passais d'une chaîne à l'autre. Tu passes de la première chaîne qui est l'intérieur de ta tête à la deuxième chaîne qui est qu'est-ce qui se passe devant moi, là tout de suite, de quoi mes amis sont en train de parler. Et tu vas rediriger ton attention vers ce qui se passe là tout de suite maintenant. Ça, c'est la diffusion cognitive. Ce qui permet petit 1 d'accorder moins d'importance aux ruminations, qu'elles soient anxieuses, existentielles, dépressives, d'échecs, de nullité, d'anticipation, du passé, tout ce que tu veux. Ce sont des pensées qui ont très vite tendance à t'engluer comme un oiseau qui est pris Oui. dans du pétrole. Donc là, tu vas sortir de tes pensées et revenir dans l'instant présent. La diffusion cognitive. Tu sors du pilotage automatique pour revenir tout de suite et maintenant. Et donc, ça, c'est la première. Comment tu dis? C'est la Première facette, première facette. dimension. Ok. Ok. Donc si tu sors de la pensée pour revenir dans l'instant présent, la deuxième facette, c'est l'instant présent. Être en contact avec l'instant présent. Les facettes, pardon, du coup, là, je pose la question. Est-ce que les facettes sont dépendantes les unes des autres? Alors elles Ou sont indépendantes? complètement dépendantes, Ok. parce que tu vas voir au bout d'un moment, et si on est vraiment honnête, il y en a qui sont des redites. Mais c'est Ok. juste qu'en fait, tu vas te positionner un petit peu à côté du concept pour te rendre compte que même si c'est le même concept, c'est un peu notre façon de voir. D'accord. Donc quand tu sors de quand tu fais de la diffusion cognitive, tu défusionnes, tu déconnectes de tes pensées, tu te reconnectes là tout de suite dans l'instant présent. Deuxième facette, l'instant présent. Je ne sais pas très honnêtement si on peut défusionner sans être dans l'instant présent, mais l'un va pas sans l'autre. Tu te remets donc dans l'instant présent, qui est la pratique de la pleine conscience. Mais tout comme la diffusion cognitive, c'est une pratique de pleine conscience, puisque tu es censé noter qu'il y a des pensées qui arrivent. Dire, ah bah tiens, il y a une pensée. Ah bah tiens, il y a une émotion.
Ok, ah bah tiens, j'ai une envie pressante de manger du sucre. Ok, et tu notes, ce sont des phénomènes mentaux, Ok. des choses qui sont en train de se passer dans ton cerveau. Tu les notes, ah bah tiens, j'ai mal à l'épaule. Tu notes les choses. Dans la pleine conscience, on va dire qu'il y a une feuille qui tombe sur le ruisseau, et tu vois la feuille qui tombe et qui part comme ça sur l'eau. Diffusion cognitive. Tu reviens dans l'instant présent, et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, tout de suite, dans l'instant présent, on est en train de faire un neurolife. Là, je suis en train de bouger ma main. J'ai conscience que je suis en train de bouger ma main. Je suis dans l'instant présent. Ce qui veut dire que si je suis à un concert de musique, plutôt que de ruminer qu'il y a des gens derrière qui papotent, et qu'il y a des abrutis devant avec leur téléphone et on voit rien, je suis connecté à qu'est-ce que le chanteur est en train de chanter. Je vais m'immerger à 200% dans l'instant présent. Est-ce que alors du coup ces facettes, ces deux premières facettes ne sont pas dépendantes là du coup malheureusement de l'état d'esprit en fait du patient lui-même? C'est-à-dire que si par exemple le patient est en train de traverser un état dépressif, bah, ça veut dire qu'il va encore plus prendre conscience qu'il est en train de penser à des choses Tout à négatives. fait, tout à fait. Bah là, tu arrives du coup à la troisième facette qui est le soi observateur. Le soi observateur, c'est vraiment définitivement un concept du bouddhisme. C'est que là, par exemple, je prends conscience que je suis en train de bouger la main. Je la bouge, mais je sais, je me vois en train de la bouger. Tout comme là, tu es en train d'observer que tu es en train de me répondre oui. Et vous, là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de nous écouter. Donc tu peux être en train d'écouter et avoir conscience que tu es en train d'écouter. Et là, ce qui est hyper intéressant dans le modèle ACT, mais qui est pareil dans la méditation bouddhiste, c'est qu'il y a le soi qui pense et il y a le soi qui observe que l'autre est en train de penser. C'est comme si tu avais deux parties de ton cerveau. Le cerveau qui mouline et le cerveau qui est à côté qui dit mais je suis pas en train de mouliner là. Et ce recul qui est hyper intéressant, qui est une forme de méta-observation, tu vois, tu vas te dire mais là j'ai conscience que je suis en train de faire ce truc et tu as besoin de cette prise de recul pour faire quoi? Pour amorcer que tu vas défusionner et que tu vas revenir dans l'instant présent. Et le soi observateur, il est vraiment hyper intéressant, même si c'est un concept qui est assez compliqué. On viendrait à une forme de soi transcendant où en fait il n'y a plus rien qui te touche. Ça veut dire qu'il y a une émotion, ah bah tiens une émotion, je m'en occupe pas. Ah tiens une pensée, j'ai pas envie de m'en occuper. Et constamment tu te reconnectes. Et là ce qu'on voit dans les livres qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir faire attention à trois morceaux hyper dangereux qui sont le soi étiqueté, je suis nul, je suis incapable, je suis un abruti, je suis bipolaire, je suis myope, je suis ce que tu veux, qui sont des étiquettes tellement puissantes qu'elles te mettent plus bas que terre. Quelqu'un qui dit je suis nul, ben, il va pas aller à un entretien d'embauche. C'est quelqu'un qui me dit je suis bipolaire, ben, il va me dire par exemple comme beaucoup de patients, ben, si je suis bipolaire, j'ai pas le droit de faire des études de médecine ou de psychologie. Donc ça va faire quoi? Ça va faire des abandons, des abdications. Il y a certains comportements que tu ne vas pas commencer à mettre en place, mais il va y aussi avoir tout un système de rumination. Si tu as cette phrase qui arrive comme une étiquette collée sur toi, je suis incapable, bah, tu fais pas de cours de piano, tu n'apprends pas une langue étrangère, tu dragues pas. Et là, ce que va dire la thérapie ACT, bah, excusez-moi, c'est une étiquette. Est-ce que ça peut être reconnu comme une étiquette? Est-ce que vous pouvez à côté continuer à vivre votre vie? Vous pouvez écouter l'étiquette, vous soumettre à l'étiquette et être fusionné avec l'étiquette. Si j'y pense, c'est que c'est vrai. Et de l'autre côté, regarder cette étiquette, te mettre à côté, on se dit tiens, mais c'est une étiquette. Et bah du coup, désolé, je ne suis pas obligé d'y croire, je ne suis pas obligé de m'en occuper. Et cette prise de distance, c'est vraiment le cerveau qui observe celui qui blablate. Donc ça, c'est la troisième facette. Et ça, la troisième facette, mais qui est indissociable des deux premières. Oui. Parce que c'est le recul qui te permet la diffusion cognitive et le recul qui te permet du coup de revenir dans l'instant présent. C'est même clairement pour moi, en fait, c'est carrément libérateur. Ça te permet en fait de pouvoir justement se détacher de ce à quoi on est en train de penser, de ce qu'on est en train de faire, et qui va très probablement, je sais pas, hein, mais nous permet de pouvoir agir du coup sur qui ça. Permet de pouvoir agir. Et moi, comme j'ai certains patients qui ont des, on va faire un jour un neurolive sur la thérapie des schémas, mais des patients qui ont des très gros schémas de nullité, d'échec, qui sont intimement convaincus qu'ils sont des merdes. Et leur cerveau leur dit t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde. Ouais. Je leur dis ok, vous avez le droit de penser ça si vous voulez. Vous avez le droit d'y croire si vous voulez. De toute façon, votre cerveau est une machine tellement puissante que même si vous voulez prendre du recul, il va de toute façon vous prendre et vous plaquer au sol. Est-ce que néanmoins, vous pouvez vous lever le matin, aller bosser, passer des examens? Et ça, ce qui est hyper intéressant dans la thérapie ACT et dans le bouddhisme, c'est que le soi observateur, il est fondamentalement immuable et intouchable. Ça veut dire, puisque tout ça, ce sont des étiquettes, toi, tu restes à côté et ça te glisse dessus. Donc, qu'est-ce qui va te définir? Il n'y a rien qui va te définir parce que tout ça, tu ne vas pas t'en occuper. C'est quasiment, on pourrait dire, une éradication de l'ego que tu peux avoir dans certaines formes ultra radicales du bouddhisme, plus ce qu'on appelle le bouddhisme shivaïste, que moi je trouve hyper intéressant. C'est en fait, il y a quasiment une éradication de l'ego, c'est que l'ego n'existe plus. Tout ça, on s'en fout, ce sont des étiquettes, ça ne nous intéresse pas. En gros, si ça te met des bâtons dans les roues, ça ne nous intéresse plus. Et j'arrête pas de bouger mes mains comme ça depuis tout à l'heure, et j'en ai conscience. On arrive donc à la quatrième facette, qui est du coup, bah, si on défusionne, on prend du recul,
On ne s'occupe pas des étiquettes. Et je me rends compte que j'ai dit qu'il y avait 3 noyaux et j'en ai oublié 2. Non, je vais revenir. Donc le premier, le soi étiqueté. Le deuxième, le soi sous-développé, qui est ah bah du coup j'ai un peu tendance à écouter les autres, à pas avoir confiance en moi, donc je choisis comme les autres, je me soumets aux opinions des autres, je fais ce que les autres me donnent le droit de faire, et du coup je prends un peu de place pour mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Il va falloir sortir de cette forme d'éducation rigide et compagnie. Et le dernier, c'est le soi déconnecté, où tu fais preuve de très peu de respect pour l'autre, très peu d'empathie, tu prends très peu en compte ce que l'autre dit et en quoi il existe, ce qui existe beaucoup dans les pathologies narcissiques. Il va falloir au bout d'un moment que tu acceptes aussi de moins rentrer dans ces délires hyper narcissiques pour redonner une place à l'autre. Voilà. Donc du coup, je quitte ça, c'est ce que j'avais oublié ça. On passe à la 4e facette. Pour pouvoir défusionner, revenir dans l'instant présent et pouvoir entre guillemets fonctionner, bah, il faut quand même qu'on sache où on va. Oui. Et ça, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle clarifier les valeurs de vie et les buts. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Dans quoi tu as l'impression de t'épanouir? Dans quoi tu as l'impression de te réaliser? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Qu'est-ce qui serait terrible si un jour ça disparaissait? Qu'est-ce que tu regretteras le jour où tu vas mourir? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi à ta mort? Donc là, finalement, en fait, c'est déjà, tu penses à l'étape d'après. En gros, tu prends conscience de l'instant présent. Il faut t'arriver à défusionner pour penser le présent. Tu peux te détacher du présent. Tu deviens observateur en fait, du présent. Et tu commences en fait déjà à définir des objectifs. Les gens qui ruminent énormément, parfois ils sont tellement englués dans les ruminations, et notamment les ruminations dépressives, que c'est un peu compliqué pour eux de savoir ce qui compte pour eux. Mais tu as plein de gens qui savent très clairement ce qui compte pour eux, ou qui ont une idée plus ou moins précise, et tu vas leur dire est-ce que vous seriez d'accord pour mettre le maximum d'énergie là-dedans? Plutôt que de constamment ruminer, et puis être un peu dans ton canapé, dans ton lit, à ruminer que tu es incapable, nul, tout ce que tu veux, est-ce qu'on peut mettre l'énergie au service de ce qui compte pour toi? Et c'est ce qu'on appelle les valeurs de vie. Alors c'est quoi? C'est l'altruisme, c'est la gratitude, c'est le sentiment d'achèvement, le sentiment de dépassement de soi, tout ce que tu veux. Tout le monde n'a pas les mêmes. Il y en a, c'est faire du bien à mes enfants, d'autres savoir être utile à la société. Tout ça, c'est très personnel. C'est pas le thérapeute qui va choisir à ta place. Mais en gros, le but, c'est quoi? C'est que plus tu es clair sur les valeurs et buts de vie, plus tu seras OK pour défusionner et être dans l'instant présent. Et notamment pour, comme on dit, mettre sur la table vraiment le salaire que mérite cette chose dans ta vie. Du coup, on arrive à la 5e facette, c'est que si tu mets ton énergie pour ce qui compte réellement, il faut accepter derrière qu'il y a des retours de manivelle, c'est-à-dire des émotions désagréables, des bides, des échecs, des gens qui te critiquent, tout ce que tu veux. Et là, on rentre dans la notion d'acceptation émotionnelle qui est inhérente aussi au bouddhisme, qui est, est-ce que cette chose est suffisamment vitale pour moi pour que j'accepte la honte, la tristesse, l'amertume, la colère, les moqueries, la souffrance. Dépendant de la facette précédente. Dépendant, de la situation elle-même. Dépendant de que le monde est ainsi fait. Et que si tu veux être moins phobique social, il va falloir évidemment que tu tolères le sentiment de honte. Que si tu veux être moins déprimé, il va falloir tolérer cette difficulté mais abyssale de se lever le matin et prendre sa douche. Que si tu veux avoir un métier qui te plaît, tu dois tolérer la frustration de te farcir des matières qui ne t'intéressent pas. Et que si tu veux draguer et avoir quelqu'un dans ta vie, il faut accepter de se prendre des tôles. Mais qu'en gros, il n'y a rien sans rien. C'est acceptation des difficultés finalement en fait. Et acceptation que les émotions, si tu n'es pas d'accord pour les avoir dans ta vie, toutes les portes se ferment. Parce que les émotions, elles sont toujours là. Tu vois, j'avais mis dans un de mes bouquins sur l'anxiété sociale une phrase de Lady Gaga. Alors, je vais parler après de Lady Gaga. Lady Gaga, elle est vitale en thérapie parce que c'est exactement le genre de personne qui incarne pour moi la thérapie acte. Lady Gaga, elle dit dans une interview sur MTV, elle dit « Quelqu'un un jour m'a dit, si tu n'as pas d'ombre, c'est que tu n'es pas en pleine lumière. » Et je trouve ça d'une intelligence hallucinante, c'est que si tu es sur une scène avec un public et qu'il y a un projecteur devant toi, forcément il y a une ombre derrière toi, pour avoir une ombre, il faut forcément qu'il y ait un projecteur au-dessus de toi. Si tu es dans une cave, c'est sûr que tu n'as pas d'ombre. Donc à partir du moment où tu prends des risques, forcément il y a des échecs. À partir du moment où tu te mets devant le jugement de l'autre, forcément il va y avoir des moqueries. Si tu n'es pas d'accord pour les moqueries, tu ne feras jamais une carrière de chanteur. Si tu n'es pas d'accord pour avoir mal au biceps, tu ne pourras jamais être costaud. Donc il n'y a rien sans rien. Alors il ne faut pas tomber non plus dans une doctrine de la fin justifie les moyens. Parce que la fin justifie les moyens, qui est quand même, on va dire, la ligne directrice de tous les totalitarismes, c'est en gros, on s'en fout des dommages collatéraux. Là, on est plus dans l'acceptation. On est dans les valeurs de vie, c'est-à-dire ce qui nous épanouit. On n'est pas dans la construction d'un système policier, politique, tout ce que tu veux. On est dans qu'est-ce qui me permet moi d'être épanoui.
Et je pense qu'il y a peu de personnes qui te diront ce qui me permet d'être épanoui, c'est de foutre de la drogue dans le verre de quelqu'un. Personne ne tiendra ce discours-là. Donc on n'est pas dans un truc moi je veux et j'obtiendrai. C'est qu'est-ce qui reste en raccord avec tes valeurs de vie, ce que tu voudrais qu'on mette sur ta pierre tombale. Alors comme je savais que tu me poserais la question, j'ai anticipé, mais finalement Scarface, dans le film Scarface, qui est un film hyper intéressant, parce qu'en fait c'est marrant comment ce film biberonne des générations entières depuis des décennies. Il y a des petits jeunes qui sont à fond en train de regarder Scarface et qui disent oh putain je serais Scarface. Tu sais, je le regarde en plus ce soir. Mais en fait c'est dingue le nombre de personnes qui n'ont pas compris le film Scarface, parce que le mec il monte en puissance, il devient super puissant, il élimine ses ennemis, il baise avec la terre entière, mais si tu regardes au final tout le monde se barre. Il se débarrasse de son meilleur ami, sa femme ne veut plus le côtoyer et il meurt comme un con, criblé de balles dans la fontaine de sa villa. Donc tu te dis, vous êtes sûr que vous avez compris ce que voulait dire le réalisateur? Le réalisateur nous montre que si tu veux cette ascension, forcément tu finis seul. Et tu finis dans un système paranoïaque et tu finis seul au monde où on veut t'abattre. Donc c'est l'exact exemple de ce qu'est l'opposé d'une vie construite sur des valeurs. C'est pas une vie construite sur des valeurs, c'est une vie construite sur le pouvoir, pas sur les valeurs de vie. Donc non, on n'est pas du tout dans un système que la fin justifie les moyens. L'autre chose qui est intéressante sur la notion de l'acceptation émotionnelle, c'est de revenir au fait qu'en psychiatrie et de manière générale en psychologie, pourquoi les gens ils vont pas bien? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les émotions. C'est qu'il y a un truc qui leur pose problème, la honte, la tristesse, la colère, l'injustice, l'anxiété, et ils rentrent dans l'évitement, ils rentrent dans l'hypercontrôle, ils rentrent dans l'impulsivité pour ne pas être frustrés, pour se décharger d'une émotion, et en fait tout leur système étant construit sur évitement, hypercontrôle, impulsivité, en fait ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont toujours dans une gestion de crise. Là, j'ai pas envie d'aller mal, donc je fais ça. Oui, mais du coup, vous êtes raccord avec vos valeurs de vie, vous êtes raccord avec ce qui vous épanouit, ou alors vous allez complètement abandonner le long terme au profit d'une gestion à court terme. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir un peu plus de place pour les émotions? Parce que cette émotion, vous avez passé des années à la bloquer, conclusion, vous n'avez pas ce que vous voulez. Est-ce que, en cohabitant un peu avec elle, en la laissant venir, vous n'aurez pas finalement ce que vous voulez? Oui, mais je vais souffrir. Ok, vous les allez souffrir, mais vous allez souffrir à court terme. Mais vous aurez néanmoins ce que vous voulez à long terme. Par contre là, vous souffrez peut-être pas à court terme, mais vous avez constamment des emmerdes, votre cerveau il automatise le truc, et de toute façon vous êtes en train de vous éloigner de ce qui vous plaît. Donc l'acceptation émotionnelle elle est vitale pour deux choses. Petit 1, parce que tu ne peux pas en faire abstraction, le monde est ainsi fait que la planète continue à tourner, elle en a rien à foutre de tes états d'âme, la planète continue à tourner. Ok? Et petit 2, c'est vital si tu veux te réaliser. Et on est à nouveau les deux pieds dans le bouddhisme. Le dernier point, le 6e point, je ne me suis pas oublié, fusion cognitive, instant présent, le soi observateur, l'acceptation. Le 5e, c'est l'engagement, le fameux commitment. Je vais te laisser de toute façon finir les facettes et puis après je pose le fameux engagement, c'est quoi? Si ça c'est vraiment important pour toi, là il faut s'exposer. Donc là tu reviens à toute la thérapie comportementale et cognitive, exposition plutôt qu'éviter, apprentissage de gestion des conflits, apprentissage de planification, de gestion des problèmes, de techniques de gestion émotionnelle. On est vraiment dans l'apprentissage des techniques, résolution de problèmes, qui vont te permettre du coup d'obtenir ce que tu veux. Donc si tu veux par exemple te faire des amis, draguer et compagnie, là désolé tu dois t'exposer à la honte. Et tu vas le planifier dans ton agenda. Et tu vas commencer bien évidemment par des choses faisables, réalistes. Pas des trucs ultra globaux comme un jour je deviendrai connu. Non, commencer déjà par apprendre le piano, puis après faire des vidéos YouTube. Donc des choses avec des étapes réalistes, ciblées, spécifiques, et qui soient toujours, bien évidemment, raccord avec tes valeurs. Toujours. Ça c'est important ça du coup, donc les valeurs. Ouais. Et le petit 6. Alors, pardon. Du coup, je me rappelle plus du petit 6. Alors, ça va me revenir. Les valeurs, parce que est-ce qu'en fait on peut dire qu'on a tous les mêmes valeurs? Non, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais on a grosso modo, là dans les bouquins de Hackett, il y a la liste des 40 valeurs les plus classiques. Ok. Oui, c'est la famille, les Pim's, les M&M's. Non, c'est un peu toujours pareil, parce que dans les études en psychologie positive, CF, la vidéo sur la psychologie positive, quels que soient les pays sur des centaines de milliers de personnes et des cultures différentes, on retombe plus ou moins toujours sur les mêmes choses. Comme tu dis. Exactement, le sentiment de gratitude. Alors, dans la liste des 40 valeurs, accepter soi-même, le sentiment de challenge et d'aventure, l'affirmation de soi, l'authenticité, la sollicitude, la compassion, la connexion, la générosité, la coopération, le courage, la créativité, l'encouragement, l'enthousiasme, l'équité, la souplesse, l'indépendance, la convivialité, le pardon, le divertissement, la gratitude, l'honnêteté, blablabla, le respect, le soutien, la confiance, la sécurité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. D'accord. Et le 6e que j'ai oublié, c'est quoi alors? Tu vois?
Ben non, je les ai tous dit. L'acceptation, je l'ai dit. La diffusion, je l'ai dit. Ouais. Contact avec l'instant présent, je l'ai dit. Les valeurs, je l'ai dit. L'engagement, je l'ai dit. Et le soi ben non, je les ai tous dit. Bah, Pourquoi tu dis que je les ai pas tous dit? Les gens sont témoins que tu m'as dit que je les ai pas tous dit. Justement, je te disais que tu avais Franchement, Gabriel Raffi, qui ça va pas du tout. Voilà, j'ai fini mes 6 facettes. Bah, du coup, super. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, les questions. Alors, attends. Conception qui se rattache également à la vision de la philosophie stoïcienne. Alors, c'est fort probable, je n'en sais strictement rien. Après, ce qui est hyper intéressant pour rebondir sur un Eurolive sur la ce que philosophie tu stoïcienne, dises, c'est que cette notion de prendre du recul par rapport à ton cerveau, prendre du recul par rapport aux pensées, et toujours être à côté. Il y a mon cerveau qui pense et il y a celui qui observe, celui qui pense. Il y a un truc qui est très intéressant chez Platon, c'est le char ailé. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Donc Platon, c'est vieux. Platon, c'est avant Aya Nakamura, mais oui, après Jacques Brel, je crois. Je me suis arrêté à... Platon, il dit un truc intéressant. Il dit que l'esprit, c'est un cheval qui est prudent, tempéré, et un cheval qui est impétueux, impulsif, bestial. Et toi, tu es le mec sur ton char, et tu es constamment en train de tirer, de guider, pour les remettre dans le droit chemin et arriver à harmoniser tout ça. Donc c'est un combat perpétuel entre les pensées, les instincts, les impulsions, et toi, tu es au milieu et tu tentes de naviguer comme tu peux. C'est déjà une forme de prise de recul, tu vois. Oui. Mais tout comme il y a chez Platon, et toute cette philosophie-là, la prise de recul. On parlait de Gorgias la dernière fois sur la vidéo sur les TCC. Quand même, tu as Socrate qui dit « Mais est-ce que tu as conscience, là, tout de suite, que tu dis ça ?» Mais en même temps, si tu voyais autrement. Donc il y a déjà quoi? Penchons-nous 2 secondes sur ce que tu me dis, et prenons acte que ce que tu dis est peut-être faux. Cette prise de recul, elle est fondamentale dans la philosophie grecque, mais ce serait intéressant de voir aussi si c'est pas quelque chose, on parle du bouddhisme, mais qui se serait pas développé un peu partout. Bien sûr, cette notion de prise de recul. Bien sûr. Les questions. Alors, bon, déjà, du coup, donc cette forme de thérapie, on est bien d'accord que donc il faut suivre en fait une méthode. C'est pas non plus comme ça, genre on commence par la 3e facette, puis après la première, puis après la 5e. Pourquoi pas? Ça dépend de ce qui se présente. Okay. Si la personne se présente devant toi, elle te dit bonjour, elle commence à parler pendant 40 minutes sans trou, bah là elle est en train de ruminer. Donc ça va être intéressant de lui dire, excusez-moi, mais du coup qu'est-ce qui fait que vous venez? Donc là, quelle est votre demande? Renvoyer la personne à sa demande et rattacher cette demande à qu'est-ce qui est vraiment important pour elle. Okay. Notamment si elle est dans l'ambivalence, s'il y a des problèmes d'alcoolisme, de drogue, de tabac et compagnie, bah, est-ce qu'elle est vraiment dans l'idée d'avancer ou est-ce qu'elle trouve qu'il y a encore plein d'avantages à continuer à picoler, se droguer, fumer et compagnie? Auquel cas, là, le travail sur les valeurs, il est vital. Donc le praticien s'adapte en fait à la demande du patient. Quel est le truc que tu vois là tout de suite? La plainte. Est-ce que là tu vois un problème de fusion cognitive? Est-ce que là tu vois un problème de travail sur les valeurs? Est-ce que là tu vois un problème de je m'étiquette et j'ai pas assez de recul? Et puis ça peut changer à l'intérieur de la séance. Moi j'ai les patients dépressifs, la priorité là, c'est peut-être de défusionner, de sortir de l'étiquetage et de revenir dans l'instant présent. Mais aussi, s'ils veulent être moins déprimés, avec un engagement très clair, malgré la dépression, à se lever le matin, prendre une douche et être un minimum actif pour ne pas rester enlisé à l'intérieur de la dépression. Donc tu vas constamment virevolter à l'intérieur de ces 6 facettes. La plupart du temps, enfin après voilà, c'est pas mon domaine de spécialité, mais la plupart par exemple des patients dépressifs, ils sont pas prêts forcément dès le départ en fait pour la 4e facette. Alors j'ai envie de te dire, les patients vraiment très dépressifs, de toute façon, ils sont tellement englués dans la dépression qu'ils vont avoir beaucoup de mal à défusionner. Okay. C'est là où tu vas voir qu'une thérapie pure, sans médicaments, c'est quand même un peu compliqué. Si ton patient il arrive à défusionner, c'est qu'il est déprimé, mais qu'il a encore une certaine flexibilité au niveau de neurones. Okay. Par contre, si malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à défusionner, c'est que le cerveau est trop gangréné par la dépression, auquel cas le traitement va calmer un peu la dépression pour pouvoir revenir dans l'instant présent. Je voudrais juste donner un petit exemple tout bête sur ça. Un exemple que j'utilise assez souvent. Un patient dans la salle d'attente, il a rendez-vous, puis je vais le chercher dans la salle d'attente, je dis bonjour, il relève la tête et fait « Ah, bonjour !» Donc il était perdu dans ses pensées, en train de regarder la moquette. Je le fais rentrer dans mon bureau, je dis « Comment allez-vous ?»« Oh, c'est difficile, je suis déprimé, compagnie. » Et je dis « Qu'est-ce que vous faisiez à regarder la moquette ?»« Oh, je pensais à ma vie, au passé, au futur, à quel point tout ça c'est sombre. » Puis je lui sors cette phrase un peu comme ça pour l'embêter. Je dis « Pourquoi vous prenez pas un magazine ?»« Ah, j'ai pas pensé. » Quand tu passes une demi-heure à regarder la moquette, c'est une demi-heure pour les pensées dépressives où tu es à l'intérieur et tu fusionnes avec ta maladie. Quand tu prends un magazine, tu es en train de mettre des millions de neurones sur le contenu du magazine et c'est autant de neurones qui ne sont pas en train de déprimer. Et notamment, je lui dis, mais je vais vous poser une question toute bête et tu vas voir justement la notion de diffusion cognitive. Quand vous êtes au travail, dans vos tableaux Excel, que vous avez des réunions et que les dossiers s'enchaînent, de 0, je ressens aucun problème, à 10, je suis méga déprimé, vous êtes à combien ? Dit, quand je suis vraiment à fond, tableau Excel, réunion et compagnie, je suis à 3. Ouais. Et quand vous êtes le soir à 20h chez vous, dans votre canapé, je suis à 8 ou 9, avec des pensées suicidaires.
Tu ne peux pas passer de 3 à 9 en quelques heures. Sauf si en effet ton cerveau est tellement accaparé, connecté dans l'instant présent des dossiers Excel et des réunions, que tu accordes moins de temps à ta dépression, tu défusionnes. Parce que là, ton engagement, c'est de ne pas te faire virer par ton patron. Par contre, quand tu rentres le soir, tu te fais avaler par la migale qui t'entraîne dans le trou. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement fusionné à tes pensées, là, ça remonte d'un seul coup. C'est un très bon exemple qui a toujours une différence entre la maladie brute et la maladie amplifiée par le phénomène de rumination mentale. Ce qu'avaient très bien compris les bouddhistes. De toute façon, on est d'accord que la plupart du temps, ruminer, c'est généralement quelque chose de négatif. Enfin, on rumine rarement en fait, sur des choses positives. La rumination, c'est toujours négatif. Ouais, voilà. Enfin, je ne sais pas s'il y a des ruminations positives. Réfléchir à quel point dans ses pensées. Ouais, moi je dis généralement aux patients, si c'est pas de la résolution de problème ou si ça sert pas à votre cause, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc le cerveau il s'allume, mais vraiment je pense qu'on arrive pour ça, tu vois, au soi observateur vers le soi transcendant, qui est est-ce que cette pensée là tout de suite sert ma cause? Et moi je suis devenu très pragmatique là-dessus. Parce que je marche dans la rue, est-ce que cette pensée est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle va me permettre d'aller mieux? Sinon c'est poubelle. J'ai même pas envie de savoir si elle est légitime ou pas. Comme même elle serait légitime, elle m'intéresse pas. Elle n'est pas intéressante. Donc ça veut dire que en fait, en gros, donc le praticien s'adapte aux besoins, à la demande du patient, et c'est possible en fait de commencer par la deuxième ou la troisième facette, ainsi de suite. De toute façon, je vais te dire, tu vas naviguer à l'intérieur, tu vas constamment sauter de l'une à l'autre parce que si tu regardes bien, elles sont toutes connectées. Ouais. Elles sont toutes connectées sans c'est un peu comme si telle facette débloque éventuellement telle autre. Le soi observateur, c'est fondamentalement ce qui permet de faire de la diffusion cognitive. Si tu défusionnes, tu reviens dans l'instant présent. Mais peut-on concevoir l'instant présent sur la diffusion cognitive? Non. Donc c'est quasiment trois facettes qui veulent dire la même chose. Si tu t'engages vers les valeurs, si tu t'engages, c'est que tu as des valeurs. Si tu as des valeurs, tu es obligé de t'engager. Sinon, ça c'est pas connecté. Après, ce qui est très intéressant dans la thérapie ACT, c'est l'attitude du thérapeute. Il faut voir que, donc, je disais que la thérapie ACT, c'est 1982. Et tu as un truc qui s'appelle l'entretien motivationnel, qui a été développé par Milner et Rolnick. Là, on est sur 1983. L'entretien motivationnel, ce qui est hérité des thérapies humanistes de Carl Rogers, c'est quelles sont les techniques d'entretien, reformulation, réponse miroir, ouverture et compagnie, toutes les techniques que tu apprends à la fac, que Carl Rogers a créées et qu'il a validées en plus, c'était une machine de guerre, Carl Rogers, qui permet non pas de convaincre ton interlocuteur, mais de lui permettre de se rendre compte que ce qu'il fait ne va pas dans le sens de ce qu'il veut. Et là, en fait, Miller développe ça avec Rolnick en 83, Stephen Hayes le développe avec Strozahl et Wilson en 82, et tu te dis, mais comment ils ont fait pour tous les deux développer la même chose au même moment? Et parce que ça faisait 20 ans qu'on était dans la thérapie comportementale, 10 ans qu'on était dans la thérapie cognitive, et je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde a dû se rendre compte plus ou moins au même moment qu'on arrivait à un moment où ça butait, et qu'il fallait commencer peut-être à faire des techniques motivationnelles. Mais ce qui est motivant, c'est pas « Ah, vous avez les poumons dégueulasses », c'est vous me dites vraiment que c'est important pour vous, vos petits-enfants? Ouais, d'accord. Et quand vous vous voyez en train de fumer 2 paquets de clopes par jour, du coup, qu'est-ce que vous dites par rapport à vos petits-enfants? Je me dis que ça se trouve, je ne les verrai pas vieillir. Ok. Et c'est dur pour vous, cette idée que vous verrez peut-être pas vieillir vos petits-enfants? Oui, tu vois qu'il est un peu triste. Ok. Qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens, même à minima, qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens de rester peut-être un peu plus longtemps avec vos petits-enfants? Peut-être fumer un petit peu moins. Donc quand tu lui parles de ses poumons, il s'en fout. Quand tu le raccroches au fait qu'il va mourir, il ne verra pas ses petits-enfants. Là, tu actives chez lui quelque chose qui est hyper important, qui compte pour lui, qui comptera peut-être pas pour toi et pour moi, mais où il va se dire, oui, merde, il faut que je fasse des efforts. Et le but, c'est dans cette conversation d'amener lentement mais sûrement le patient, en entretien motivationnel comme en thérapie ACT, à se rendre compte que ce qu'il met en place ne marche pas. Ce qu'on appelle des stratégies vaines, des stratégies inefficaces, stériles. Et qu'il y a peut-être une autre façon d'obtenir ce qu'il veut. C'est peut-être la tolérance à la frustration, d'arrêter d'éviter et donc d'accepter les émotions désagréables. Qui peut proposer de la thérapie ACT? Les gens qui font la formation à la thérapie ACT, c'est-à-dire de plus en plus de psychologues. Qui fait de la thérapie ACT? Majoritairement les psychologues, les psychiatres, certains médecins qui ont fait des formations en plus en thérapie. Je pense que certains infirmiers ont des cursus sur ça. Il y a plein de coachs qui font de l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, il appartient majoritairement aux coachs dans le milieu professionnel. Et certains psychologues qui travaillent dans les addictions ou les problèmes de scolarité ou je pense les problèmes de beaucoup d'éducateurs spécialisés. Il y a énormément d'éducateurs spécialisés qui sont formés aux thérapies d'entretien. Donc il n'y a pas que les psys qui peuvent faire de la thérapie active? Non, parce qu'en fait l'entretien motivationnel, même s'il est génial dans les addictions, il a été massivement repris par les coachs professionnels et les éducateurs spécialisés. Moi je connais de loin l'entretien motivationnel, je n'ai pas été formé à l'entretien motivationnel. Mais quand je parle de la thérapie ACT à des gens qui font l'entretien motivationnel, oui, la notion, la façon dont tu discutes avec le patient, c'est la même chose. Par contre, dans l'entretien motivationnel, tu n'as pas forcément le soi observateur, l'instant présent et tous ces trucs-là qui sont spécifiquement ACT, spécifiquement méditation de pleine conscience.
Euh, Est-ce que, alors du coup c'est toujours bien de le rappeler, hein, mais est-ce que par exemple un praticien peut tout de suite proposer de la thérapie ACT? Voilà, est-ce qu'il faut justement en fait revenir sur ce travail d'investigation du patient avant de proposer de la thérapie ACT? Alors, c'est une très bonne question, monsieur Rafiki. Euh, je crois que ça va être l'Arlésienne, on va le ressortir à chaque fois, tu sais. Alors, moi, j'aime pas trop les gens qui disent bonjour, je voudrais consulter pour une thérapie. Parce que c'est pas parce que, comme il fut un temps, il y a 20 ans, la mode de l'EMDR, tout le monde voulait faire de l'EMDR, même tu as une pustule, tu veux faire de l'EMDR. Une thérapie, c'est construit par rapport à une pathologie. C'est construit par rapport à un modèle où tu penses que c'est pertinent. Personne n'a dit aujourd'hui que ce que tu as, c'est le diagnostic que tu crois, parce que tu peux très bien croire que tu as une dépression, en fait tu as un trouble bipolaire, tu peux très bien croire que tu as des TOC, et en fait c'est une dépression mixte. Donc du coup, déjà arriver avec, voilà mon diagnostic qui peut être faux, et je pense que cette technique qui me parle est peut-être pas du tout adaptée à ce que tu as. Donc déjà, il faut que les modèles aient été construits pour la pathologie que tu as. Oui. Il y a deux choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est la TCC, qui va chercher dans la pleine conscience l'acte des modules en plus. Par contre, un truc qui m'énerve un petit peu, c'est mon opinion personnelle, c'est les thérapies pleine conscience et les thérapies ACT qui ont décrété qu'elles pouvaient soigner toutes les pathologies. Et notamment les bouquins de thérapie ACT qui vont rajouter des petits éléments de TCC. Notamment dans ces bouquins, moi, qui me font hurler sur, par exemple, les TOC. Tu lis des bouquins, un bouquin TOC, la TCC, ça marche très bien pour les TOC. Il faut moduler un peu les techniques, il faut les adapter. Et c'est vrai que si tu rajoutes en plus un peu d'acceptation émotionnelle quand il y a de l'angoisse, tu rajoutes un peu de soi observateur quand tu as des intrusions, tu mets un peu de laisser couler, tu mets un peu tout ça, c'est hyper intéressant. Ajouter à la thérapie TCC. Mais quand tu parles d'un module ACT, où tu essayes tant bien que mal de faire coller le TOC à l'intérieur du modèle ACT, et qu'après tu dis vous allez faire 2-3 expositions et t'expliques pas trop ce que tu vas faire, bah ouais, c'est des bouquins de thérapie qui font 300 pages, tu as 270 pages d'ACT et 30 pages de TCC. Sauf que désolé, les TCC du TOC c'est tellement complexe qu'il faut plutôt 250 pages ou 300 pages de TCC. Donc tu peux pas dire on va vous balancer 270 pages de acte et vous vous démerdez avec 30 pages d'exposition. C'est beaucoup trop compliqué. Donc oui à l'ajout de l'acte dans la TCC, mais l'ajout de la TCC dans l'acte me dérange fondamentalement parce que désolé, laisser couler les pensées quand tu as des obsessions pédophiles, peut-être que la base c'est peut-être déjà de t'expliquer que tu as une pathologie qui s'appelle le TOC, qui a le préfrontal, qui a les neurotransmetteurs derrière, que tu vas faire tel type de thérapie, d'exposition, de machin, mais tout ça expliqué par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un rituel, qu'est-ce que c'est qu'un évitement, qu'est-ce que c'est que l'hyperfocalisation, qu'est-ce que c'est que tout ça, et notamment, vous savez quoi? Peut-être que cette technique, ça va être le laisser couler. Ah, et là, ça rentre clairement dans le modèle TCC. Mais moi, je ne pense pas, franchement, que les patients américains, quand on leur dit vous allez accepter les pensées, oui, mais c'est quoi? Non, on n'est pas là pour discuter, vous allez les accepter. C'est bien gentil, mais moi, je trouve ça un peu bidon. Tout comme la pleine conscience pour les TOC, il y a un super bouquin de pleine conscience des TOC. Il s'avère en fait que quand tu fais des protocoles, la pleine conscience ne marche pas dans les TOC, voire elle aggrave les TOC. La dépression, c'est bien entre deux dépressions, mais quand tu es super déprimé, la pleine conscience, ça marche plus. Tu vois? Donc, il faut faire attention avec tous ces modèles qui veulent absolument être tellement universels qu'ils en deviennent exclusifs. Et ce qui me dérange aussi, c'est que si un mec comme Russ Harris, qui est quand même aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la thérapie ACT, dit désolé, il faut de la gestion des problèmes, il faut de l'affirmation de soi, il faut de la planification, il faut de l'exposition TCC. Il n'a pas exclu la TCC du modèle ACT. Si Stephen Hayes a créé ACT à partir de la TCC et des thérapies humanistes de Carl Rogers, il ne faut pas virer la TCC de la thérapie ACT. Il y a des gens qui font du ACT tellement pur qu'ils en excluent limite derrière l'exposition et tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un troisième niveau comportemental, cognitif, ACT, mais il n'est pas censé, même s'il est puissant et qu'il est un peu trans, il passe à travers, il n'est pas censé exclure les deux premières dynamiques. Il faut qu'ils se mêlent, c'est plutôt un modèle hybride. Ça, après, bon, du coup, les patients, c'est rare quand que les patients, en fait, ils sachent tout ça. Non, généralement, ils ont pu lire des trucs, mais après, tu peux être séduit par la pleine conscience, la méditation. Maintenant, personne n'a dit que la méditation était adaptée pour certains trucs. Alors justement, est-ce que donc, vas-y, on part du principe que donc tout a été vraiment super bien fait. Oui. Le travail d'investigation du praticien a été excellent. Le patient, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Le praticien propose donc thérapie ACT, mais ça ne marche pas. Ouais. Ça peut arriver aussi? Ça peut arriver parce que tu butes, soit tu as une facette que tu as oubliée, soit parce que tu passes tellement d'une facette à l'autre que tu n'en développes aucune, soit parce que ça reste très théorique et tu ne fais pas d'exercice avec ton patient. D'accord. Par exemple, il y a un truc, moi quand les patients tombent dans le jugement, je leur lève la main, je leur dis je suis désolé, là c'est un jugement. Puis on continue. Et je leur dis, je vais faire la main, mais ça c'est ce qu'on fait en acte. Si vous êtes taqué, à chaque fois que je vais entendre un jugement, une fusion, un étiquetage, je vais lever la main.
Mais aussi à chaque fois que je vais entendre que vous vous éloignez de vos valeurs, je vais lever la main. Puis parfois tu te rends compte à te lever la main toutes les 5 secondes. Ou alors j'ai un genre de diable, c'est mon diable en bois, je sais pas si tu l'as vu dans mon bureau. Non, oui, si. J'ai mis ta tête dessus, ça parle aux gens. En fait j'ai un diable en bois qui s'appelle Boubou, et il s'appelle vraiment Boubou. Et donc je le mets sur la chaise, parce que c'est mon bureau qui est génial là, dans le 8e. Ce bureau comme ça. Ah oui, magnifique, il y a de l'or 200 mètres carrés, mais il y a ma photo partout. Je mets la statue de Boubou sur la 3e chaise, et à chaque fois je dis aux patients, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est Boubou qui parle. Et ça leur permet justement visuellement de prendre du recul. Mais comme en thérapie des schémas ou en gestalt, on met des chaises et on dit excusez-moi, qui parle, vous ou vos parents? Ah, c'est vos parents, mettez-vous sur la chaise d'à côté, c'est la chaise de vos parents. Et en fait, ça leur permet de prendre systématiquement du recul. Donc, parfois c'est une facette que tu as mal exploitée, parfois tu es très théorique et tu n'es pas dans l'application. Ou parfois simplement, la maladie est telle qu'il va falloir des médicaments. Maintenant, quelqu'un qui rumine, je trouve que le modèle transdiagnostique, il y a les ruminations dans toutes les maladies, il y a des évitements émotionnels dans toutes les maladies, il y a de l'hypercontrôle dans toutes les maladies. Côté trans, comme ça, c'est génial. Sauf que désolé, une rumination dépressive, ça ne se soigne pas comme une rumination obsessionnelle, qui ne se soigne pas comme une rumination maniaque bipolaire, qui ne se soigne pas comme une rumination que peut avoir une patiente boulimique. Donc, rumination égale partout pareil, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La rumination dans la dépression, elle peut être géniale avec la diffusion cognitive de actes, si ce n'est pas une dépression trop profonde, avec un engagement dans l'action, se bouger, même aussi s'il a des médicaments. Par contre, quand tu as des lavages de mains, la diffusion c'est bien gentil. Si tu as un toc de contamination, c'était plus intéressant de contaminer tout ce qui est propre plutôt que de tenter de diffusionner, parce que les frontières entre propre et sale, elles continuent à exister. Donc là, tu passes à côté. Tu vois, c'est bien de faire de la diffusion cognitive avec une personne boulimique, mais si tu ne lui apprends pas à extérioriser la colère, elle va diffusionner pendant les 250 prochaines années. Non. Elle fait de la boulimie parce que la colère est censurée et interdite. Tu vas lui apprendre par des ateliers d'affirmation de soi à exprimer la colère, elle n'aura plus rien à diffusionner du tout. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas être radicaux. Il ne faut pas être un TCCiste radical. Il y a aussi derrière le MDR, la thérapie des schémas, acte, pleine conscience. Il ne faut pas être acte radical, il y a aussi derrière d'autres choses. Je pense que la thérapie acte, mais à nouveau c'est une opinion personnelle, c'est pas scientifique ce que je dis, je pense que ça doit ripper totalement sur le trauma. Justement, c'est pour ça, enfin, on aime bien, dédramatiser les choses. Je dis des choses là. On aime bien. Tu revendiques. Je dis des trucs moi. Je suis lanceur d'alerte. C'est bien de pouvoir dédramatiser en fait, et justement d'accepter, que ce soit pour le praticien ou pour le patient, que parfois certaines techniques, certaines méthodes ne marchent pas, mais c'est pas grave. En fait, on peut aussi essayer autre chose. En tout cas, pas dans la configuration que tu as là. Ouais. La thérapie ACT, c'est génialissime pour les attaques de panique. Moi, je fais quasiment plus du tout de TCC avec les attaques de panique, parce que je trouve que la ACT, vu que l'attaque de panique, c'est le refus de se sentir mal, si tu es OK pour te sentir mal, ton préfrontal, il s'éteint et c'est gagné. Tu vois, la thérapie ACT, c'est génial dans la TCC sur la phobie sociale. Je n'ai pas envie de ressentir la honte, donc je mets tout un système de défense contre la honte. En gros, j'ai pas envie qu'on me vole ma télé, donc j'ai acheté un système de sécurité qui est tellement puissant que je peux même plus rentrer dans ma baraque. Donc je dors sur le gazon. Là, l'idée c'est quoi? Si vous voulez être libre, il faut tolérer la honte. Donc, acceptation émotionnelle, mais derrière, exposition TCC. Tu vois? Dans l'exposition TCC, on ne travaille pas sur la honte normalement. On te fait des simulations de situations, demander une baguette à la boulangère, discuter avec tes collègues à la machine à café, mais derrière, on ne fait pas de tolérance à la honte. Et pour moi, c'est un gros ratage dans la thérapie de TCC que d'avoir oublié l'exposition à la honte spécifique. Tu peux passer... je te laisse voir si tu veux voir. Non, vas-y, je t'écoute. C'est bon, t'es sûr? Je peux faire deux choses en même temps. Sérieux? Est-ce que par exemple, ça peut arriver de passer, je sais pas moi, X séances sur juste la deuxième facette? Parce que le patient ne parvient pas à... Alors parce qu'il ne parvient pas. Il peut ne pas parvenir parce que... donc à la dépression est trop intense. Il peut ne pas parvenir parce que pour l'instant, ça le protège de la souffrance. Auquel cas, il va falloir peut-être quitter la diffusion pour revenir sur l'acceptation émotionnelle. Mais il peut ne pas accepter parce qu'il n'est pas clair sur ses valeurs. Il peut être très clair sur ses valeurs, mais tellement fusionné qu'il ne peut pas mettre de l'énergie dans ses valeurs. Il peut être clair sur ses valeurs, défusionné, mais avoir un problème d'engagement. Parce que derrière, peut-être, il est encore un peu trop dans l'étiquetage, des choses comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de mystère, c'est là où le modèle ACT il est génial. C'est que pour moi, le modèle ACT, il a pris en considération tout ce qui pouvait arriver dans ton cabinet de consultation. Et quasiment aujourd'hui, à chaque fois que je lis un bouquin, je me dis, mais en fait, ce concept-là, l'estime de soi, ce que tu veux, l'injustice, tu le prends dans un modèle ACT, mais ACT a tout dit. ACT a absolument tout dit. C'est pour ça que c'est un modèle qui est génialissime. Qui est finalement, si tu regardes bien avec cette notion de valeur, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu mets sur la table pour obtenir ce que tu veux? Et pour cela, est-ce que tu acceptes les émotions désagréables? Finalement, c'est juste une thérapie du libre arbitre.
Parce que c'est qu'est-ce qui est important pour toi, vous avez un libre arbitre. J'ai la possibilité de bouffer ce pims ou Mais pas. il faut avoir accès à ça. Ben, c'est pour ça que ça se travaille. Est-ce qu'alors après, du coup, on peut pas dire que finalement, bon après c'est un peu comme tout aussi, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un lien entre désolé, mais le niveau intellectuel en fait du patient et sa gestion émotionnelle? Alors, par exemple, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? Un enfant, ils ont créé un truc qui est super, c'est que tu as Seznec, un psychiatre français, bonjour s'il regarde, que j'aime bien, qui a écrit un bouquin de thérapie ACT par le clown. Et c'est hyper intelligent comme médium. Après, la thérapie ACT, c'est là où ils sont très malins, c'est que comme la théorie est compliquée, ils utilisent des métaphores. Et tu as des gros bouquins aux États-Unis qui s'appellent Les métaphores en ACT, et tu as au moins 150 ou 200 métaphores qui sont des petits textes. Et tu vas lire ce texte avec le patient, et en fait, c'est tellement évident qu'il va comprendre l'idée. Pourquoi on ne ferait pas ça pour les adultes aussi? Parce que là, en gros, c'est quoi? C'est le clown, le clown. Non, mais alors le clown, l'histoire du clown, et la troisième facette. Je n'ai pas lu le bouquin. Okay. Le clown, la théorie du clown, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu mets ton nez rouge, tu tombes dans l'autodérision, tu es dans l'absence de censure, tu te lâches totalement, tu laisses tomber la notion de jugement moral, de critique. En fait, mais en gros, donc c'est un peu plus, c'est pas totalement toi. Alors ici, c'est pas totalement toi, et comme c'est pas totalement toi, tu te rapproches peut-être beaucoup plus de ce que tu aimerais réellement faire. Donc finalement, c'est une acceptation. Comme tu es un clown, tout est permis. C'est pas toi. Un clown a le droit de déconner. Donc finalement, tu es dans l'acceptation émotionnelle. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, je l'ai pas lu. Mais tout ça pour te dire que oui, l'acte peut être avec des métaphores très claires pour les enfants. Maintenant, donc en fait, on adapte l'acte. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est faisable. Après, donne une métaphore classique de l'acte. Tu es dans ta piscine, tu as déjà essayé quand tu étais gamin de prendre le ballon et de le mettre sous l'eau. Oui. Le ballon il remonte. Même encore maintenant. Tout le monde a essayé, mais moi j'ai encore fait hier, j'ai passé 4 heures, tu sais. Et évidemment, je sais pas si tu as déjà fait, mais tu t'assois les fesses sur le ballon et ça te propulse en l'air. Et bien ils disent quoi? Ça, c'est les émotions problématiques, c'est la majorité de tes problèmes. Tu peux les foutre sous l'eau si tu veux, le truc il va systématiquement te péter à la gueule. Donc tu as deux possibilités. Soit tu passes ton après-midi entière à essayer de foutre le ballon désespérément sous l'eau, soit tu le laisses, il flotte, et toi à côté tu nages. Et tu nages parce que tu es là pour nager. Et le ballon il est là, parfois il te rentre dedans, etc. Mais tu es là pour nager. Est-ce que tu peux tolérer que le ballon soit là? Et c'est une très bonne métaphore de l'acceptation des problèmes comme étant nécessaire. Et là le but c'est d'amener lentement mais sûrement le patient à cohabiter avec ses émotions. Après, il y a des patients qui auront du mal à cohabiter aussi parce qu'ils sont tellement mal qu'il va falloir avoir un traitement. Mais parce que si parfois tu as quelqu'un qui te dit j'aimerais bien travailler mes attaques de panique en avion, si franchement partir en vacances une fois par an en famille, c'est pas vraiment vital pour lui, soyons honnêtes, il fera jamais la thérapie. Si tu peux prendre le train et que tu as une famille assez gentille qui est ok pour 15 heures de train ou prendre la voiture ou qui dira bah, on s'en fout, on reste à Paris, excuse-moi, il n'y a aucune plus-value à faire la thérapie en avion. Donc avec la thérapie ACT, tu vas très très vite te rendre compte que ton patient il bloque parce qu'il n'y a aucun intérêt, auquel cas il faut assumer qu'il n'y a aucun intérêt. Alors qu'en TCC, tu resteras bête et méchant sur bah, peut-être qu'il faut continuer, tu vois. C'est comme tout finalement, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une plainte aussi. Surtout en fait, chez l'adulte. Bien sûr. Faut qu'il y ait une plainte. Bon, tu sais très bien en psychiatrie que quand la maladie est gravissime, les gens font ce qu'il faut. Et quand tu as encore une grosse marge de manœuvre, bah, tu as tendance à reculer l'échéance de prendre ça. Mais comme quand tu as légèrement mal aux dents, tu n'es pas pressé d'aller chez le dentiste. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est l'entourage qui fera le nécessaire pour le patient. Et ça, c'est un gros problème, c'est que quand l'entourage te facilite la vie, tu ne te prends pas en pleine tête à quel point tu es en train de t'éloigner de ce qui est important pour toi. Parce que la famille, finalement, te préserve par rapport à ça. Ouais. Donc, thérapie ACT, pouce levé. Thérapie ACT, pouce levé. Voilà.